soulagement, la société de cotation S&P n'a pas dégradé la note d'Israël. Et il y a des sociétés d'aviation étrangères qui sont restées fidèles à Israël pendant toute la guerre. Il s'appelle Daniel Guggenheim, vous avez l'habitude de l'écouter sur Studio Qualita, c'est notre économiste et aujourd'hui avec lui nous allons parler de S&P qui a fait un rapport très attendu sur l'économie israélienne. On va parler également des produits d'investissement alternatifs, des salariés, s'ils cotisent ou pas pour leur retraite et puis des compagnies d'aviation étrangères qui sont restées fidèles à Israël et qui continuent de voler dans notre ciel. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer avec ce fameux rapport tant attendu de la société de cotation de crédit S&P, internationalement connue, apparemment la plus fiable, qui a fait un rapport très attendu sur l'économie israélienne. Alors, qu'a-t-elle dit ? Oui, tout à fait. C'est dans la fin de la semaine dernière qu'elle a fait son rapport. J'ai dit très attendu, et on a vu qu'ici en Israël, il prenait énormément d'attention à ce qu'elle allait dire, parce qu'ils lui ont fait rencontrer les chefs de la Banque d'Israël, des industriels, la haute technologie et tout ça, pour bien lui montrer combien l'économie, d'après eux, allait bien. Qu'est-ce qu'elle a dit dans ce rapport ? Elle dit d'abord, je maintiens la note d'Israël qui est A. C'est très important parce que la note A, ça permet à Israël de collecter de l'argent, d'emprunter de l'argent sur les marchés financiers internationaux de façon pas trop chère, même par surtout les fonds ce qu'on appelle de retraite du monde entier, etc. Donc, c'est important de garder cette note. Ce qu'ils ont dit d'abord, et que la presse, comme d'habitude, ou une certaine presse financière aime bien dire ça, oui, mais perspectives négatives dans les 2 prochaines années. C'est-à-dire qu'elle dit là-bas, je me réserve la possibilité, si jamais la situation militaire se dégrade, de baisser la note d'Israël dans les 2 prochaines années. Et elle ajoute, mais si au contraire, et ça a été moins mis dans les titres, si au contraire la situation sécuritaire qu'on connaît à Gaza s'améliore, alors je monterai la note d'Israël. Donc elle a dit aussi ça. Alors, il est possible qu'on ait un triple A si jamais ça s'améliore à Gaza ? Oui. Des Chinois, oui. Et d'ailleurs, la bourse a accueilli très favorablement sans doute cette disparition puisque elle a monté juste après cette annonce heureuse. 2-3 chiffres qu'ils ont donnés très intéressants. Ils ont dit d'abord que la croissance prévue en Israël, plus de 3% cette année, c'est bien 3,3%. Eux, ils voient un déficit plus important autour de 5%. Du budget, le 6% alors que maintenant, autour de 6% alors que maintenant il est seulement de 5%. Ils ont apparemment pas vu les 200 milliards de recettes qu'on a depuis le début de l'année, qui est 24% de plus que ce qu'on avait sur la même période l'année dernière. Donc apparemment ils n'ont pas pris en compte. Ce que je voudrais dire, une dernière chose qui est très intéressante, ils disent la politique de Trump sur les barrières douanières ne va pas tellement affecter l'exportation d'Israël vers les États-Unis parce que Israël exporte surtout des services et ce que Trump a touché, c'est surtout les produits industriels. Donc même là pour ça, ils sont assez optimistes pour Israël. Ce que je voudrais dire, dernière chose, c'est qu'en vérité, si on regarde cette note-là, est-ce qui va avec une donnée qui a été donnée par l'Institut des statistiques en Israël. Chaque mois, l'Institut des statistiques en Israël publie ce qu'on appelle la mesure Madad Emunat Tzarkanim en hébreu, ça veut dire la mesure, l'indice de ce que les consommateurs ont confiance dans l'économie israélienne. Alors, il est toujours négatif, c'est parce qu'il y a la guerre, etc., mais quand même, il est passé de moins 27 à moins 21, et surtout, l'optimisme des Israéliens est passé de moins 8 à 0%. C'est-à-dire la question est, pensez-vous qu'en 2025, l'économie israélienne ira mieux? Et ils répondent oui. Ça veut dire, c'est très intéressant parce que c'est important pour la suite de savoir que les gens ont confiance dans l'économie quand ce sont des consommateurs. D'ailleurs, ce qui est très intéressant cette semaine, bien sûr, ça bouge énormément, mais l'euro a touché les 3,90. Bon, il est aussi entre 3,90 et 4 shekels, mais quand même, on n'a pas vu ça depuis longtemps. Et le dollar s'est rapproché de 3,50. Tout ça va dans la même direction que si tout va bien, toujours, on a des bons signes, avec aussi un emploi très très bon, baisse de 4% du nombre de demandeurs d'emploi au mois d'avril, donc c'est formidable. Daniel, tu me tends la perche puisque on va parler maintenant des salariés en Israël. Il y a une étude qui prouve que 25% des salariés ne cotisent pas pour leur retraite. On le sait, hein, les salariés, en tout cas
en Israël, le système de retraite doit être constitué par les personnes qui travaillent. Mais alors, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que généralement, les salariés, il y a une retenue à la source. Alors, ça veut dire quoi que 25% des salariés ne cotisent pas pour leur retraite? Oui. D'abord, je voudrais donner le cadre de cette étude qui a été sortie par l'Université Ben Gurion. Ont participé, par exemple, le numéro 2 de la Banque d'Israël. Donc, c'est vraiment une étude très importante. Ils ont eu les chiffres de la statistique de 2006 jusqu'à 2022. Très, très important, très longue. Et sur des millions de salariés. Donc, c'est très scientifique et très donné ce qu'ils disent. Ils disent, voilà, qu'à l'époque, avant l'obligation, comme vous l'avez dit, de cotiser à sa retraite, il y avait 76% des gens à peu près qui ne cotisaient pas. Et donc, un quart qui cotisait. Oui, parce que c'était pas après à la source et que chacun faisait ce qu'il voulait. Voilà. Et maintenant, on est arrivé au contraire. Et chaque année, d'ailleurs, ça s'améliore. C'est ce qu'ils disent dans leur étude. Maintenant, ce qu'ils disent la chose suivante, ce qu'ils remarquent, c'est que les gens qui sont jeunes, les gens qui sont dans ce qu'on appelle, il y a des dizaines dans le classe sociale en Israël, comme dans le monde entier, ce qu'on appelle les dizaines, les moins riches, quoi, si on peut. Là-bas, surtout, on trouve des gens qui ne cotisent pas. Et alors, vous avez demandé, mais comment c'est possible? Alors, d'abord, ce sont des gens qui vont d'un boulot à boulot. Ils restent pas 6 mois dans le même travail. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation de cotisation à la retraite. C'est à partir de 6 mois que la cotisation est obligatoire. Oui. Souvent des tout petites entreprises qui vont là-bas et souvent dans des secteurs comme la restauration et autres de ce genre, ou le bâtiment, des trucs comme ça, que aussi, justement, il n'y a pas cette possibilité, à cause justement de ce changement d'emploi très, très rapide, d'avoir une retraite. Alors, ce qu'eux, ils préconisent, ils disent comme ça, l'État donne tout au long de la carrière de quelqu'un des avantages fiscaux à ceux qui cotisent, d'ailleurs qu'ils soient salariés ou indépendants, il faut le savoir. Mais ils disent, peut-être, puisque nous avons cette population-là qui, pour l'instant, n'est pas encore touchée par ça, il faudrait que l'État donne directement des aides à ces gens-là pour prévoir que ces gens-là, lorsqu'ils vont être une fois ou l'autre arrivés à l'âge de la retraite, ne soient pas jetés à la rue et au moins quelque chose de vivre et ne soient pas dans la misère. Ok, donc ça, c'était vraiment important de prendre en compte cette étude qui nous concerne tous, en tout cas tous ceux qui sont salariés. Alors on va continuer, Daniel, avec les fameux produits d'investissement alternatifs. On va expliquer de quoi il s'agit exactement, mais il y a eu des restrictions quant à leur commercialisation. À quoi c'est dû, Daniel ? Tout à fait. L'autorité des marchés financiers, en hébreu, Reshut נייrot Erech, et ça correspond à la SEC en Amérique, qui donc est chargée de protéger le consommateur de produits financiers, l'épargnant, a lancé cette semaine une annonce suivante. J'interdis à tous ceux qui vendent des produits alternatifs de faire de la publicité au public. Alors, produits alternatifs, on va expliquer d'abord ce que c'est. Alors, les produits alternatifs, c'est souvent ce que vous avez, des prêts pour la rénovation urbaine. On vous dit comme ça, vous savez, il y a tel projet de rénovation urbaine, vous pouvez y participer, et dans ce cas-là, on vous garantit en 2 ans, vous aurez 7% par an, des choses mirobolantes, etc. C'est aussi, ça peut être ce qu'on appelle en hébreu kranot gidur, c'est-à-dire des fonds fermés qui sont pas du tout contrôlés par l'autorité des marchés financiers. On peut mettre n'importe quoi, dont des choses qui n'ont rien à voir avec la bourse ou qui peuvent pas être commercialisées. En vérité, le mot alternatif vient dire, c'est toute chose qui n'est pas vendue à la bourse, c'est toute chose dont on peut pas fixer une valeur. Et donc, c'est un danger en soi-même, puisque ça veut dire ça. Et donc, ils ont interdit en disant, je ne veux pas que vous publiez combien vous avez fait par le passé de rentabilité, qu'est-ce qu'il y a dans vos biens, tout ce qui permettrait à l'épargnant normal ou à l'investisseur normal de dire, je veux aller dans ce produit. Et qu'est-ce que soit la forme dont vous le fassiez, que ça soit au niveau d'un mail, d'un téléphone. Oui, parce que évidemment, le marché est fluctuant, donc ce qui est valable l'an dernier ou il y a 2 ans n'est pas valable cette année. C'est ça qui est compliqué et qui induit en erreur le commun des mortels, on va dire. Plus que ça, c'est que souvent c'est l'escroquerie. Ça veut dire que... Oui, bien sûr. Non seulement vous promettez, mon merveille, on promet que votre argent sera mis dans tel projet et tel autre, et ça, comme il n'y a pas de contrôle, ça se passe pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La seule chose dont ils ont permis, c'est de faire cette commercialisation à 35 personnes qui s'appellent kshirim. C'est-à-dire du mot kasher. Ça veut dire qu'ils sont responsables. Ça veut dire quoi, responsable économique? C'est des gens qui ont 2 de ces 3 critères suivants. Soit qu'ils ont 12 millions de shekels, soit qu'ils en liquide, soit qu'ils qu'ils font énormément d'opérations en bourse, et soit que c'est des gens qui disent, moi je connais énormément dans le domaine de la finance. Ouais, bon, des investisseurs avertis, quoi. Ouais, avertis, on dirait. Avertis, mais, et donc très, très limité ça. Maintenant, la seule chose que je voudrais dire quand même, c'est que l'autorité des marchés financiers aurait dû le faire plus tôt parce que ils l'ont fait parce qu'ils ont vu des catastrophes qui sont arrivées ces derniers mois, mais que il faut
je le dis encore une fois, même je comprends le but, et le disent autorités marchés financiers, faire entrer beaucoup de ces fonds-là dans leur contrôle à eux, c'est bien, puisque plus on a de trucs, d'abord, eux, ils disent c'est une sécurité pour l'épargnant, mais c'est évident que pour l'autorité des marchés financiers, c'est bien qu'il y a d'autres personnes qui rentrent dans son giron, des gens à qui ils pourront contrôler. Mais même dans les choses qui sont contrôlées par le rechute horaire, il faut le savoir, par l'autorité des marchés financiers d'Israël, il y a des fois des catastrophes. Il y a récemment, on a des sociétés qui sont venues emprunter de l'argent ici sur le marché financier, des sociétés américaines qu'on ne voulait pas la bourse américaine. 1,5 milliard ils l'ont fait. Ils ont pris d'ailleurs beaucoup d'argent des retraites des Israéliens. Et maintenant, une partie de ces sociétés disent non, on peut plus payer. Et donc, c'est pas parce que vous êtes contrôlé par un rechute horaire que vous n'aurez pas de perte. Mais il faut être de toute façon averti. Voilà. Et je suis là pour ça parce que j'ai beaucoup de questions et pas assez d'ailleurs parce que les gens viennent souvent quand il y a des catastrophes. Bon, bah alors on espère que vous allez, grâce à nous, les éviter ces catastrophes. On continue avec les compagnies d'aviation. On va continuer puis on va conclure avec cette nouvelle qui nous fait quand même plaisir. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des compagnies étrangères qui ont arrêté leur vol. On va en citer quelques-unes, Air France notamment, la Lufthansa, il y en a beaucoup. Et on parle moins de celles qui restent, qui nous ont été fidèles depuis le début de cette guerre. Alors on va les citer aujourd'hui. Quelles sont-elles et quelles sont leurs motivations ? Comme on est d'abord dans la section bonne nouvelle, alors je vais vous dire que d'après ce que j'ai vu à la fin de la semaine, devrait revenir Wizz Air. C'est très important, c'est des trucs en low cost, donc c'est important à le dire. Maintenant, effectivement, toutes ces sociétés que vous avez dit qui sont très importantes, on parlait de fin mai ou juin avant de reprendre. Maintenant, il y a effectivement, à part les 3 sociétés israéliennes qu'on connaît, et là, les Arkia SRR, et 2 sociétés qui sont sous contrôle israélien, qui s'appellent Bird et TOS, qui, eux, ont continué leur vol de façon normale. Il y a eu des sociétés étrangères qui ont été fidèles. Et 2 parmi eux qui vraiment font énormément de vols chaque jour vers Israël, et qui sont, une est de Dubaï, qui s'appelle Fly Dubai, et l'autre des États, Émirats Arabes Unis, qui s'appelle Etihad. Donc, ces 2 sociétés-là ont continuer vers Israël de faire leur vol. Et ce qu'on remarque, c'est la chose suivante. Depuis, donc justement, ces missiles qui sont tombés vers Israël, on avait jusqu'à l'époque 60 000 par jour. Maintenant, on n'a plus que 50 000 personnes parce qu'il y a eu beaucoup de vols qui ont été annulés. Une dernière chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est ce qu'on appelle le tri de Yom Kippour. C'est quoi le tri de Yom Kippour ? Il y a des Israéliens qui arrivaient même à gagner de l'argent de cette situation. Pourquoi ? Parce que ces vols-là, comme ça veut dire Air France, Transavia, peu importe, qui ont fait ça, qui ont annulé, s'il y a des gens qui ont acheté ces billets-là, ils sont obligés après à leur donner un remplacement, soit à une autre date, soit à un autre endroit. Et les gens achètent en se disant, c'est bien, nous on va acheter un billet que de toute façon il va pas se faire, et après je choisirai une autre date ou un autre lieu pour gagner de l'argent. Le seul problème pour eux, c'est si jamais c'est pas annulé, alors ils sont obligés de prendre ce qu'ils auraient peut-être pas voulu prendre. Mais c'est intéressant de voir cette idée-là. La seule chose à dire que les compagnies aériennes ont justement à cause de ça envoyé une lettre à Miri Regev, la ministre dans son rapport, en disant annulez cette décision de nous demander de cette administration-là. Si vous le faites, nous revenons immédiatement. Alors il faut voir qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Bon, bah alors une affaire à suivre. En tout cas, merci pour ces infos économiques de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.